bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour assister à cette rencontre, l'une des rencontres avec deux auteurs clés de cette rentrée littéraire, deux auteurs qui d'ailleurs sont sélectionnés dans la sélection de rentrée d'hiver littéraire de la FNAC. Deux auteurs dont, a priori, leurs livres sont assez dissemblables. L'un est aussi ample que l'autre est bref, mais vous verrez que si nous avons réunis sur la même scène, c'est que nous avons y trouvé des points communs, des similitudes qui permettent de les rapprocher. Alors, tout d'abord, Virginie Despentes, qui est ici. Bonjour Virginie Despentes. Bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs stars de cette rentrée littéraire découverte avec Baise-moi, bien sûr, puis auteur des Chaînes savantes, de King Kong Theory, Apocalypse Bébé, qui a été prix Renaudot en 2010, et vous publiez en cette rentrée le premier tome, parce que c'était une trilogie, de Verdun Subutex, qui est une fresque absolument passionnante, très contemporaine de la débrouille aujourd'hui, à travers un personnage de disquaire qui va perdre son magasin et qui va se retrouver à errer et à rencontrer plusieurs figures assez passionnantes. À votre gauche, Colombe Schneck. Bonjour Colombe. Bonjour. Vous-même, vous êtes romancière, journaliste. Vous avez été applaudi pour L'incroyable Monsieur Schneck, pour Val-de-Grâce, pour La Réparation. Et vous venez de publier 17 ans, qui n'est pas un roman, plutôt un récit. Le récit de l'avortement que vous avez connu à l'âge de 17 ans et que vous n'aviez jusqu'ici quasiment jamais raconté à personne. Peut-être ma première question va être de savoir pourquoi est-ce que 31 ans après les faits, est-ce que vous avez choisi de rompre le silence ? Il y avait deux raisons. D'abord, répondre à Annie Ernaux, qui est un écrivain que j'admire beaucoup, et qui, il y a un an, en janvier 2014, dans l'Humanité, donne un grand entretien où elle parle de l'événement, ce petit livre qu'elle a publié, qui est un livre très violent sur son avortement dans les années 60, un avortement clandestin, avec toute la violence physique, morale d'un avortement clandestin. Et elle s'adresse aux filles d'aujourd'hui. Et moi, j'ai le sentiment qu'elle s'adresse à moi. C'est le privilège du lecteur de croire que l'écrivain vous parle, l'écrivain que vous admirez vous écrit. Et elle me dit, j'ai le sentiment qu'elle me dit, en tout cas, tu as avorté, comme beaucoup tu as avorté et tu ne l'as pas dit. Tu as profité de ce droit, de la loi Veil, et tu es restée silencieuse. Et parce que tu es restée silencieuse, ce droit risque de disparaître, car aucune liberté n'est jamais acquise, en particulier pour les femmes. Et donc j'ai le sentiment à ce moment-là qu'il faut que je le dise, qu'il faut que je participe à ce combat, que ce droit peut disparaître. Il y a un an, en Espagne, le droit à l'avortement n'était pas très loin d'être presque supprimé. En France, il y a un débat assez violent qui se passe à l'Assemblée nationale parce que le gouvernement veut supprimer la notion de détresse dans la loi. Une femme n'a plus à être en situation de détresse pour avorter. Et là, c'est la deuxième raison qui me pousse à écrire ce petit livre. C'est une colère, un certain nombre de députés, et je pense en particulier en François Fillon, quand il y a ce débat donc, sur la suppression de la notion de détresse. Il parle de faute morale du gouvernement, cela risque de rendre l'avortement banal et confortable. Et là, ça me met en colère, et j'ai envie de m'adresser à lui, François Fillon. Est-ce que tu as eu mon corps de fille de 17 ans ? Est-ce que tu as eu la moindre compassion pour mon corps de fille de 17 ans enceinte ? François Fillon, toi à 17 ans, tu vas être étudiante, tu voulais préparer l'ENA, faire de la politique, tu n'étais pas enceinte. Et j'étais folle de rage contre lui. Mais comment peut-il dire un truc aussi con ? Je pense pas que François Fillon, à titre, soit spécialement idiot ou malhonnête. Mais en tout cas, il fait preuve d'une absence totale de compassion et de bêtise. Et je suis très en colère. Et cette double injonction, la colère et le besoin de répondre à Annie Ernaux, j'écris ce petit livre comme ça en 3 semaines. Vous dites aussi dans le livre que c'est assez rare qu'on écrive sur l'avortement. Vous dites cette phrase, l'avortement, ce n'est pas un beau sujet de littérature. Oui, c'est ce que dit Annie Ernaux quand elle publie l'événement en 2000. Le livre a moins de succès que ses livres précédents. Certains journalistes lui disent, voilà, ça me donne la nausée, c'est pas un beau sujet, c'est pas un sujet dont on a envie de parler, l'avortement. Entre femmes, on n'en parle pas, ou pratiquement pas. Moi, j'en ai pas parlé parce que une sorte de honte, un échec, on est ramené à quelque chose, à son corps de femme, voilà, à son corps de fille. Oui, ce n'est pas un beau sujet. Pourtant, c'est un événement, elle parle d'un événement qui réunit dans
temps très bref, la mort et la vie, c'est quelque chose de très fort. On peut choisir de donner la vie ou non. Ce n'est ni banal ni confortable. Je crois que Colombe dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai que c'est important de témoigner de ce dont on a vécu, comment on l'a vécu ensuite, parce que ça peut intéresser un lecteur, et je pense qu'effectivement écrire sur son viol, son avortement, qui sont des sujets pas du tout comparables, mais des choses en fait qui sont pas trop dans la littérature et encore moins dans la littérature d'autofiction, c'est important. Ouais. Mais c'est pas à mon avis, l'écriture, on n'est pas là pour faire une thérapie, ça se fait ailleurs, quoi. Si on écrit pour des lecteurs, en imaginant quel lecteur on serait nous. Et après, ce que ça nous fait, ça nous regarde quasiment, c'est autre chose, quoi. Comment vous expliquez que l'injonction sociale qui est faite sur le corps est moins permissive pour les femmes que pour les hommes? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle injonction qui est faite sur le corps féminin? Bah, j'imagine que le corps féminin est perçu comme étant celui qui va tenir la famille, et la famille est ce sur quoi tout repose, quoi. Donc on doit contrôler la femme dans son rôle, ouais, de gardienne du temple de la famille, quoi. Et la famille, effectivement, tout repose dans nos sociétés, tout repose là-dessus. J'imagine que c'est ça. Une femme doit être une mère. Il y a une norme sociale, universelle, historique, économique, sociale qui fait qu'une femme doit être une mère. Si vous refusez ce rôle-là, vous êtes suspecte. Vous êtes égoïste, vous avez un problème, vous n'avez pas trouvé le bon mec, vous êtes malheureuse. Donc, ou l'avortement, ou le non-désir d'enfant, ou une liberté sexuelle qui vous désengage de la maternité, tout cela est vu comme dangereux, effectivement, pour notre société. Et ça signifie qu'il n'y a pas eu de changement depuis mai 68, la révolution Au contraire, il y a un retour sexuelle. En arrière. Comment vous l'expliquez qu'il y a un retour en arrière de cette sorte? Bah, c'est difficile, si on est capable de l'expliquer, on ferait des livres là-dessus. Non, ça vient avec le retour de la religion, ça vient avec le capitalisme a besoin de la famille, a besoin de mettre effectivement que les femmes produisent des enfants. Après, il y a aussi un côté fou, parce qu'on est beaucoup trop nombreux, c'est évident. Donc, normalement, on devrait commencer à se dire doucement les gars et doucement les filles, tout le monde doucement, on n'a pas besoin d'être 7 milliards, ni 12, ni 15, mais là, il y a un truc un peu morbide, je pense, dans l'humanité. Soit on se prépare à une grande catastrophe, il y aura très peu de survivants, donc il faut qu'on soit beaucoup, ce qui est possible. Ce qui unit les personnages dans Vernon Subutex, c'est aussi une forme d'abattement. Et je me suis demandé si, à travers cette galerie de personnages, vous essayez aussi de montrer une société qui est devenue une sorte de machine à écraser les idéaux. En tout cas, j'ai eu l'impression, moi, ces dernières années dans Paris, et là, avant le mois de janvier et les événements, d'une dépression très forte. Et vraiment une dépression au sens où il se passe rien non plus de terrible. On n'a pas été couché par un tsunami, on n'a pas été touché par une crise. Enfin, il y a une crise violente qui nous touche, mais la dépression dans Paris, et notamment parce que moi je connais beaucoup de gens qui vont bien, et pourtant j'ai l'impression qu'on est collectivement très déprimés depuis un moment déjà. Et ça, je pense que c'est spécialement français, pas uniquement, mais que spécialement en France, on a une espèce de moment de blues, quoi. Ouais. Donc c'est pas tellement. J'ai l'impression de décrire plutôt une ville qui est comme sous un nuage noir, quoi. Vous avez le même regard, Colombe? Pardon? Est-ce que vous avez le même regard sur la société actuelle? Mon regard change tous les jours, il change tout le temps. Il va faire beau, il y a un rayon de soleil, je vais mettre une terrasse de café, et je vais me dire finalement ça va pas si mal. Je suis aussi futile que ça. Vous parlez de Virginie Despentes, des événements de janvier, c'est difficile de passer à côté. Est-ce que justement ces événements ont une quelconque influence sur la dépression dont vous parlez? Ouais, il est peu probable que ça arrange les choses quand même. Et après, ce qu'on voit, une machine à broyer les idéaux, non, on voit que d'autres idéaux émergent, qui n'étaient pas ceux qu'on attendait avec le plus d'impatience, mais d'autres idéaux émergent, quoi, en ce moment. Et ils ne sont pas du tout broyés, simplement, effectivement, il y a 30 ans, on ne s'attendait pas à ce que l'islamisme soit élevé en poupe comme ça, quoi. Mais non, je crois qu'il y a d'autres idéaux. Le problème, c'est ça, c'est s'identifier à ces idéaux pour des gens qui ont été construits différemment, quoi, ouais. Là où j'ai été frappé aussi en lisant Vernon Subutex, c'est vous parlez d'autres idéaux, et dans vos personnages, il y a des personnages qui tiennent des discours absolument incroyables, des discours racistes, des discours misogynes, des discours homophobes, et en même temps vous les présentez toujours avec ironie certes, mais tendresse. Comment est-ce que vous êtes positionné justement par rapport à ces personnages?
D'une part, je me dis je peux pas faire une galerie de personnages qui sont tous insupportables parce qu'on pourra pas le lire, donc il faut que je me le colle. Deuxièmement, c'est des pensées qui me passent par la tête. Simplement, moi, j'ai une vigilance, j'ai une censure interne et je la revendique. Mais ces pensées-là me traversent aussi, parce que par exemple le discours raciste, je pense qu'on peut pas avoir soumis à la propagande raciste à laquelle on est soumis depuis 10 ans et être complètement hors système. Oui, à un moment donné, des pensées me viennent que j'avais pas avant. Donc là, je les assume, je les écris et du coup, je peux peut-être les considérer plus facilement. Troisièmement, oui, beaucoup de gens m'entourent et je suis surprise de ce que je les entends dire, ou je suis surprise quand je lis sur Facebook certains débats, des interventions de certaines personnes que je connais. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive en ce moment, de toute façon, une transformation du discours, ce qu'on appelle contrôle politiquement correct, qui devient le vrai politiquement correct depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est-à-dire être raciste, être misogyne, être homophobe, devient le truc comme si c'était une intelligence, quoi, une forme d'intelligence ou de sincérité ou d'honnêteté. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais moi, du moment où, en tant que romancière, je m'empare des personnages, dans cette entreprise-là, je peux pas me faire un pas de côté et les juger en me disant toi je t'aime pas mais je vais mettre 15 pages sur toi, quoi. Prendre la parole pendant 15 pages, je suis obligé de m'imaginer le plus possible à l'intérieur de celui qui parle, quoi. Et après c'est vrai que moi j'ai jamais fait un travail sur, je suis pas quelqu'un de pur, je fais pas un travail sur la pureté, je fais toujours un travail sur ceux qui arrivent pas, et je pense que c'est un matériau qui me fascinait, au sens où j'ai l'impression effectivement tellement que c'est en train de surgir depuis 15 ans, que c'est un matériau qui m'intéresse. Écrire ce livre vous a permis de mieux comprendre l'évolution justement de la société ? C'est comme si j'essayais de faire un point, ouais. Je dis pas que encore une fois, c'est pas thérapeutique, mais c'est comme si j'essayais de me... Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'entends autant de choses que je n'entendais pas avant, que j'ai pas envie d'entendre ? Comment elles peuvent naître dans la pensée ? Qu'est-ce qu'elles produisent ? Et pourquoi j'aime pas ces choses-là ? Au-delà de c'est bien ou c'est mal, pourquoi je pense que c'est morbide ? C'est-à-dire en m'autorisant à aller dans ce domaine-là, pourquoi je pense que c'est fondamentalement surtout contre-productif, imbécile et morbide ? C'est vraiment le mot qui me vient le plus à l'esprit.